Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Oh, les plombs ont encore sauté. Tiens, en cas de grosse coupure d'électricité ou de blackout, comment ça se passe? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous passons au crible le blackout, c'est la panne d'électricité généralisée. Qu'est-ce qu'un blackout? Quelles sont ses origines? Quelles ont été les plus grosses pannes de courant dans le monde? Quelles conséquences sur les infrastructures et notamment sur les data centers où sont stockées toutes nos données informatiques si indispensables aujourd'hui? Mais d'abord, cette question, comment réagissent les distributeurs d'électricité en cas de panne? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Gilles-Jean Bourquin, notre premier témoin, dans le poste Numadro de l'usine électrique de Viteos à La Chaux-de-Fonds. C'est ici que la haute tension venant de l'extérieur, de 60 000 volts, est transformée en 8 000 volts. Cette moyenne tension de 8 000 volts est destinée à l'alimentation des entreprises et des ménages d'une partie de la ville de La Chaux-de-Fonds. Chez Viteos, on gère surtout les pannes de courant régionales touchant quelques milliers de personnes, mais pas les blackouts concernant des millions de personnes. En cas de blackout, qu'est-ce qui se passe chez Viteos? Comme on est dépendant des autres distributeurs, notamment groupés pour les alimentations en 60 000 volts, on doit attendre que l'alimentation revienne pour pouvoir redonner l'énergie qui viendrait de grouper. Alors en revanche, vous pouvez réagir quand c'est une panne moins importante. Qu'est-ce qui se passe? Les clients qui informent Viteos? Alors, les clients peuvent informer Viteos de la panne constatée, mais il faut savoir que dès qu'on a un problème sur le réseau moyenne tension, c'est le centre de conduite qui va savoir ce qui se passe, où sont les problèmes sur le réseau moyenne tension. Donc ils surveillent ça informatiquement? Exactement, oui. On arrive à contrôler, commander à distance les organes qui se trouvent dans les différents postes sur la zone de desserte. Il y a des personnes qui sont là, dites de piquet, qui sont là pour intervenir en tout temps lors de défaillances sur le réseau électrique. D'accord. La première chose, c'est identifier où est la panne, isoler le défaut. Une fois qu'on a isolé le défaut, essayer de ralimenter l'entier de nos clients. Et si ce n'est pas possible, passer par une phase de provisoire de chantier. Le réseau de Viteos est assez fiable si l'on se réfère aux statistiques de l'entreprise. La durée d'interruption du courant se situe en dessous de la moyenne suisse, autour de 10 minutes par an et par client. Alors dans vos statistiques, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les origines des pannes les plus courantes? En tout cas, sur la moyenne tension, c'est très souvent, malheureusement, suite à des malfaçons des entreprises génie civil. Quand ils réalisent des travaux? Voilà, des travaux de creusage dans les rues, pour notre propre câble ou pour d'autres services qui viennent endommager les infrastructures électriques. Pas très bien les gars. Non, mais il y en a certaines qui auraient reçu déjà des blâmes, je peux vous le dire. Ah d'accord, on ne peut pas savoir qui? Non. Alors Gilles, à l'image d'une équipe de piquet qui est censée intervenir sur le terrain ou ici, on est donc harnaché comme il faut, la veste, le casque, c'est important? Ici, on a une veste qui nous protège contre les arcs. Les arcs électriques? Contre les arcs électriques. Pas les arcs avec les flèches? Non. Les arcs électriques, bien sûr. On est dans une zone dite de voisinage et cet habillement est recommandé. Nécessaire. Voilà. Obligatoire. Obligatoire. On a un peu chaud malheureusement, mais ça me fera perdre quelques kilos, ça tombe bien. Malgré toutes ces précautions, les pannes électriques et les blackouts peuvent avoir de nombreuses conséquences, notamment dans l'industrie où les pertes économiques peuvent être importantes, surtout depuis la généralisation des systèmes informatiques. Nous sommes allés voir comment une entreprise très informatisée peut réagir face à un tel phénomène auprès d'Alexandre Leschène. Notre deuxième témoin dirige la société Globase au Noirmont, spécialisée dans l'informatique des assurances sociales. Globase héberge des données numériques liées à l'AVS et aux allocations familiales dans son data center, un site physique de traitement et de stockage de données informatiques. Quelle taille fait votre data center si on compare par exemple à des gros data centers comme Google ou Facebook? On peut comparer que Google et les autres data centers ont des data centers de taille à peu près équivalente à un terrain de foot. Ils en ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Et nous, notre data center, c'est les 16 mètres divisés par 2. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume que ça représente? Alors techniquement, c'est à peu près 350 terabytes de données. Si vous voulez, c'est l'équivalent, en termes de disque dur, d'environ 700 ordinateurs.
Alors s'il y a une panne générale ou un gros blackout, est-ce que vous nous garantissez la sauvegarde de ces données? Bien sûr, pour ça nous avons plusieurs moyens. Il y a une commutation qui se fait sur des batteries, et pendant ce temps-là, nous avons un système tierce qui est la génératrice qui va s'enclencher et puis qui va prendre le relais. Donc théoriquement, nous sommes capables, si nous avons une alimentation en diesel, de tenir plusieurs jours. Ok, donc nous voilà rassurés, on peut songer à la retraite sans trop de problèmes. Heureusement. Ok, alors ça consomme, j'imagine, beaucoup, un data center comme le vôtre. Combien exactement? En termes de chiffres, c'est 3,7 gigawattheures. C'est la consommation en gros des ménages du Nord-Monde. Il y a 600 personnes et nous consommons la moitié de la consommation électrique du Nord-Monde. Le refroidissement du data center est le plus gros consommateur électrique. D'accord, alors justement, est-ce que vous cherchez à consommer moins d'électricité? Il y a tout intérêt à essayer de consommer moins, et pour ça, la localisation du Nord-Monde est extrêmement importante. Nous nous trouvons à 1000 mètres d'altitude. Il y a des températures qui sont moins élevées qu'en plaine, voire en plein désert de l'Arizona. Nous pouvons bénéficier d'un système qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire on prend la température extérieure, à peu près jusqu'à 10 degrés, ce qui nous permet de refroidir notre data center. Vous avez imaginé d'autres choses pour essayer de moins consommer? C'est une recherche, permanente. On fait des études dans notre système. Par exemple, équiper le bâtiment avec des panneaux solaires pour alimenter en partie le data center. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se fait peut-être ailleurs? Alors oui, il y a des recherches, très très intéressantes. L'enfouissement des data centers au fond de la mer. Ah bon? Avec des températures qui sont extrêmement intéressantes. Il y a des alternatives comme ça. Donc, sinon, il y a toujours la notion des panneaux solaires, bien multiplication sûr. Des panneaux solaires, des éoliennes. Voire, il y a une nouvelle technique de géothermie qui, au lieu de produire du chaud, produirait du froid. Prendre le froid dans le sol. Voilà. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Donc, les gros systèmes informatiques ont de quoi résister à une grosse panne de courant et même à un blackout. Mais au fait, quelles sont les origines d'un blackout ? Le blackout est une panne d'électricité de grande envergure touchant des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Les causes directes d'un blackout sont souvent engendrées par une rupture d'équilibre entre la consommation et la production d'électricité. L'insuffisance de production ou le manque de capacité de transport peuvent également provoquer un blackout. Des catastrophes naturelles peuvent aussi être à l'origine d'un tel phénomène ou les aléas météorologiques de type coup de foudre, tempête, gel ou inondation, ainsi que les défaillances techniques et les erreurs humaines. En Suisse, depuis l'interconnexion en 1958 des réseaux de haute tension avec des pays voisins comme la France ou l'Allemagne, nous n'avons jamais connu de blackout. Cependant, des pannes généralisées touchant plus de 100 000 personnes se sont déjà produites à plusieurs reprises. Notre troisième témoin, le professeur Rachid Cherkaoui, qui mène la recherche dans le domaine des réseaux électriques à l'EPFL de Lausanne, va nous en dire un peu plus. On pourra parler d'un cas qui s'est passé en 2005 en Romandie, canton de Genève et le canton de Vaud, et qui était dû à un coup de foudre qui est tombé à proximité d'une ligne. Premier élément s'est déclenché par surcharge, et puis ensuite, d'autres éléments se sont déclenchés parce qu'il y a eu le phénomène de cascade. Et si un blackout d'envergure venait à toucher la Suisse ? Selon plusieurs estimations, le retour du courant pourrait intervenir assez rapidement, et ce, malgré les problèmes techniques, le stress qu'une reprise d'activité engendre sur le réseau. En Suisse, on a des centrales nucléaires, mais on a aussi des centrales hydrauliques. Mais on a plus d'hydraulique que nucléaire. Les centrales hydrauliques supportent l'état de stress. Elles vont être favorables à la reconstitution du réseau, au rétablissement de la demande. Depuis l'avènement de l'électricité, on dénombre une quinzaine de très grands blackouts dans le monde. 3 d'entre eux ont retenu tout particulièrement l'attention du professeur. Il y a eu la panne de l'Italie en 2003, c'était 50 millions de personnes qui ont été touchées. Et la même année, il y a eu la panne des États-Unis, New York principalement, où là aussi 50 millions de personnes ont été touchées. La panne la plus importante qu'on connaît à ce jour, qui est vraiment une panne méga géante, si je puis dire, elle s'est produite en Inde en 2012. Et là, c'est plus de 500 millions de personnes qui ont été touchées. Heureusement, ces grands blackouts ont rarement occasionné de pertes humaines. En revanche, ça peut coûter très cher, selon un rapport de l'Association des entreprises électriques suisses datant de 2014. On estime que le coût moyen journalier d'un blackout touchant l'ensemble du pays pourrait atteindre 2 à 4 milliards de francs. Voilà Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
Y a quelqu'un? Eh oh! C'est grand blackout. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos